Bonjour et bienvenue à tous. Vendredi 4 février, voici les grands titres de l'actualité. Les élèves des 3 cycles d'enseignement reprendront le chemin de l'école dimanche prochain après 2 semaines de suspension des cours en raison de la situation épidémiologique. Cette reprise se fera sur fond d'un protocole sanitaire strict. Nous vous parlerons ensuite du pass sanitaire en détail, un dispositif de contrôle pour lutter contre l'épidémie. En quoi consiste-t-il exactement et quels critères faut-il réunir pour l'obtenir? Vous saurez tout dans quelques instants. Économie, le port de Mestaranem est aujourd'hui une plateforme dynamique de commerce extérieur aussi bien pour l'importation que pour l'exportation des produits sidérurgiques vers le monde entier. Le point dans ce journal. Nous irons par la suite dans la wilaya d'El Taraf pour vous parler des zones humides qu'elle renferme. Le parc d'Al Qala s'y trouve. Il est classé par l'UNESCO réserve de biosphère depuis 1990. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous en parlais en titre. Après 2 semaines de suspension des cours en raison de la situation épidémiologique, les élèves des 3 cycles d'enseignement reprendront les chemins de l'école dimanche prochain. Cette décision du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a été prise après la décrue des contaminations au Covid-19. C'est une reprise des cours qui se fera dans le strict respect du protocole sanitaire. Quant au dispositif actuel de protection et de prévention contre la pandémie du coronavirus, elle est reconduite à partir d'aujourd'hui. Le gouvernement appelle les citoyens à continuer à soutenir l'effort national de lutte contre cette épidémie par la suite du respect des gestes barrières et réitère ses appels aux citoyens pour recourir à la vaccination qui reste le meilleur moyen de prévention. Les contaminations au Covid-19 sont passées hier sous la barre des 1000 cas. Les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé font état de 951 nouveaux cas, 694 guérisons et 14 décès malheureusement à déplorer. Un bilan qui confirme une tendance baissière mais qui exige vigilance et respect des gestes barrières. Nous savons tous que le pass sanitaire consiste en la présentation numérique ou papier d'une preuve sanitaire. Mais pour obtenir cette preuve, quels critères faut-il réunir? Samia Bouharro nous explique en quoi il consiste exactement et comment l'obtenir. Regardez. Soumeya vient pour récupérer son pass sanitaire. Après vérification, impossible de l'avoir. Son nom n'a pas été enregistré sur la plateforme numérique établie par le ministère de la Santé et de la Population. Elle doit encore attendre quelques jours, vu la forte demande. Il est important le pass pour le voyage et même pour le déplacement. Même ici sur Alger, même pour les déplacements, en plus il est nécessaire normalement maintenant, les centres commerciaux et tout. Le pass sanitaire, c'est ce document exigé pour l'entrée ou sortie du territoire national. Un dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Chaque individu vacciné doit être enregistré sur cette plateforme. Tous les renseignements civils nécessaires, le nom, le prénom, la date de naissance, numéro de carte nationale, numéro de téléphone et numéro de passeport pour les gens qui vont y aller à l'étranger. Comme vous voyez, il n'y a pas de numéro de passeport parce que هذا vaccin il n'a pas demandé de passe sanitaire. Le certificat qui est demandé avec un code QR. Le code QR c'est un code numérique. Il les renseignements de l'individu vacciné enregistrés sur le serveur de la santé. Donc, qui présente à l'aéroport ou في أي قاعة je pense qu'il est obligé même les salles du sport et tout. Donc, qu'il demande qu'il y a un logiciel ou une application Android qui scanne le code QR, c'est là. Donc, une fois scanné, يشوف هذاك المراقب يشوف واش كاين renseignement هنا par rapport واش خرج له في التليفون. Après tout le processus de vaccination, le citoyen doit fournir quelques documents pour l'octroi du pass sanitaire qui est constitué du numéro du passeport, carte nationale, carte de vaccination et numéro de téléphone. Une grande affluence et prise de conscience chez les citoyens d'après les spécialistes. D'ailleurs, la sensibilisation concernant la vaccination continue à se faire. Le cas de cette cellule à Bouzerreha.
Il y a une différence entre le pass sanitaire ou la carte de vaccination. Carte de vaccination à notre niveau, en Algérie, c'est-à-dire par exemple des sports, la carte de vaccination, par exemple, surtout le taux de Covid là, les universitaires, ils demandent les cartes de vaccination. Mais pour sortir à l'étranger, ils viennent de demander leur pass sanitaire. Voilà, c'est obligatoire. Au niveau de l'EPSP à Bouzaria, 1600 certificats de passe sanitaire ont été délivrés depuis août 2021. 50 000 nouveaux cas de cancer, tout type confondus, sont chaque année enregistrés en Algérie. Parmi les plus répandus, il y a le cancer colorectal, celui de poumon, de la prostate ou encore le cancer du sein. L'État améliore la prise en charge des personnes atteintes, notamment à travers l'ouverture de plusieurs centres anti-cancer. Notre reporter Méliem Damis s'est rendu dans 2 d'entre eux à Oran. Reportage. Le centre anti-cancer Emir Abdelkader est considéré comme une lueur d'espoir pour les malades et leurs familles qui viennent de plusieurs wilayas du pays à la recherche d'une prise en charge qualitative, notamment en ce qui concerne le traitement des tumeurs en radiothérapie assuré par un staff médical expérimenté. Tous les moyens sont disponibles et l'accueil est vraiment à la hauteur. 2018 non? Je me soigne ici depuis 2018 et tout se passe très bien. J'ai fait la radiothérapie, la chimio et je me sens bien. Dans ce service, nous disposons d'environ 42 lits et 2 hôpitaux de jour, chacun d'une capacité de 20 fauteuils. Notre capacité journalière est estimée entre 70 et 90 séances, sans compter les urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24. Au centre hospitalier Dr Benzeljob, les travaux d'extension du service de radiothérapie ont pris fin. En attente d'équipement, sa mise en service est prévue dans les prochains mois. Il participera à réduire la surcharge au niveau des hôpitaux. Actuellement, les travaux sont à 90% en attendant la réception des accélérateurs lumière qui seront réceptionnés vers le mois de juin. Tous ces projets ont pour objectif d'améliorer la qualité de service et des prestations proposées aux personnes atteintes de cancer, dont 50 000 cas sont enregistrés chaque année à travers le territoire national. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a transmis un message de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la présidente d'Éthiopie lors de l'audience qu'elle lui a accordée à Addis Abeba, en marge de sa participation aux travaux de la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. De son côté, la présidente éthiopienne a exprimé sa haute considération au président Abdelmadjid Tebboune, se disant fière du partenariat stratégique algéro-éthiopien. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger s'est également entretenu avec ses homologues angolais, kenyans, malgaches, nigérians, érythréens et burundais. Ces rencontres ont été l'occasion d'exposer l'approche de l'Algérie dans le but de renforcer la paix et la stabilité en Afrique. Nous allons à présent au port de Mestaranem, une plateforme dynamique de commerce qui joue un rôle prépondérant dans l'économie nationale. Il a considérablement augmenté ses capacités de stockage et de transport. Yasmine Massaoudi. Grâce à son emplacement stratégique, le port de Mostaganem s'est transformé ces dernières années en plateforme dynamique de commerce extérieur, aussi bien pour l'importation que pour l'exportation des produits sidérurgiques vers l'Europe, l'Afrique et même l'Amérique. C'est un centre névralgique dans la wilaya de Mostaganem et dans l'économie nationale, grâce notamment à l'activité d'exportation. L'entreprise portuaire de Mostaganem a exporté près de 885 000 tonnes de ronds à béton ainsi que les fils machines. Le rond à béton وكذلك les fils machines. En ce qui concerne le transport maritime, nous avons enregistré durant l'année 2021 303 navires commerciaux, avec une hausse de 4% en matière d'exportation. Dans la même année, le trajet maritime de voyageurs qui relie le port de Valence à celui de Mostaganem a été revu.
Depuis la fin novembre 2021, nous avons effectué le transport de 6 099 voyageurs en 6 traversées à travers 2329 embarcations. D'autre part, l'activité commerciale des conteneurs a reculé d'un tiers par rapport à 2020, conséquence directe de la baisse des importations. Dans le cadre de la relance du commerce des conteneurs, la société portuaire de Mostaganem a consacré 8 hectares, avec une capacité de réception et de stockage de 10 000 unités. L'entreprise compte y consacrer 7 autres hectares. Suite aux directives du président de la République, nous œuvrons à diminuer la pression que connaît le port d'Alger. Le port de Mostaganem est prêt à accueillir plus de 18 conteneurs dès maintenant. À noter que le port de Mostaganem a enregistré une hausse record de 38% de l'activité commerciale durant l'année 2021 par rapport à 2020. Direction Insalah, une région appelée à devenir un acteur principal de transition énergétique. C'est une région qui s'apprête à prendre ce virage stratégique inéluctable et vertueux grâce à son vaste potentiel en termes d'énergie solaire. Pour développer les énergies renouvelables, passer par la construction de centrales solaires d'envergure devient quelque part logique. Yasmine Massoudi. Insalah, véritable réservoir d'énergie naturelle. Selon les études réalisées, le climat dans la région de Tidkilt est le plus favorable pour l'exploitation de l'énergie solaire photovoltaïque. En 2020, nous avons eu 187 jours de chasse-sable, l'équivalent de 15 jours chaque mois. Insalah est connu pour être une région tropique du cancer. Ici, quand le thermomètre affiche 23 degrés, nous ressentons 27, car les rayons sont perpendiculaires. En hiver, la température varie en moyenne entre 12 et 27 degrés. En été, par contre, c'est plutôt entre 30 et 47 degrés. La plus haute température enregistrée ici est de 50,6 degrés. 50,6. La réalisation d'une centrale solaire au sud-est de Insalah constitue une première étape d'une longue série de projets destinés à faire de cette région un pôle d'énergie verte par excellence. La station solaire photovoltaïque d'Insalah est une filiale de la Société nationale d'électricité et d'énergie renouvelable d'une capacité de 5 MW. La station est entrée en service en février 2016. Elle est constituée de 5 champs et 20 460 panneaux solaires installés sur une superficie de près de 10 hectares. Le développement des énergies renouvelables dans cette région permettra notamment de répondre aux besoins des agriculteurs et autres éleveurs, une véritable aubaine facilitant l'accomplissement de leurs activités au quotidien. Se reconvertir hors de l'élevage de bétail, une décision souvent liée aux contraintes rencontrées dans cette filière. Dans la région montagneuse de Yakuren à Tizi Ouzou, le nombre d'éleveurs bovins et caprins diminue peu à peu. Seuls quelques-uns s'accrochent par passion et amour pour le métier. Samia Bouarour a été à la rencontre de certains d'entre eux. Reportage. Yakuren, cette magnifique région montagneuse de Tizi Ouzou, réputée autrefois pour l'élevage de bétail, commence à perdre sa vocation. Avec 186 éleveurs en 2014, aujourd'hui, il n'en reste qu'une soixantaine. Depuis le confinement 2020, le métier avait une dégradation vertigineuse. Il est parti en chute libre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque flagrant de production alimentaire. Donc il y avait le blocage au niveau des ports, qui est le maïs et le soja qui ne rentraient pas. Donc l'aliment a pris de la vitesse. Avant 2020, on payait un quintal d'aliment aux environs de 3600, 3500 dinars le quintal. Aujourd'hui, on atteint les 6000 dinars le quintal. Dans cette petite localité de Thel Arbia, seul l'Arbi s'accroche encore à son activité. La première idée, c'était en 2014.
J'ai eu l'idée de me lancer dans l'élevage bovin. À ma première année, je ne connaissais pas le métier. La botte de foin a atteint les 1200 dinars. Et j'avais 5 génisses qui ne produisaient pas beaucoup de lait parce qu'ils sont des génisses. Ils étaient à leur première portée. Grâce à l'apport de ma femme, moi et ma femme, on a pu surmonter tous les obstacles qui se présentaient. Les éleveurs de cette région fuient cette activité à cause de plusieurs contraintes, notamment la cherté de l'aliment de bétail. L'élevage de montagne, il a beaucoup régressé parce qu'il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de problèmes qu'on vit. Le manque d'alimentation, l'année passée, il y a une sécheresse inouïe. Donc la production de foin et de cortane et tout ce qui s'ensuit, il y a une diminution flagrante. Nous, on est alimentés du sud, voir l'ensilage de maïs, la luzerne, toute la production, toute la consommation. Ici au nord, elle nous vient du sud maintenant. Kamel s'est spécialisé dans l'élevage caprin et la production du fromage de chèvre. Après 5 ans d'expérience, il a fini par abandonner. La chèvre, c'est pas comme une vache, parce qu'elle ne produit pas beaucoup de lait. Et le lait de chèvre, on n'a pas trouvé un prix raisonnable. Presque il est le même prix que la vache. Donc comme vous savez, la vache elle produit 20 litres plus, mais la chèvre ne peut pas produire que 3 litres, le maximum. Il y a 2 solutions qui se présentent, soit disparaître, ou moi personnellement, je souhaiterais descendre, j'ai envie d'aller au sud, d'aller à Noussara. Si j'arrive à avoir une concession là-bas, moi je déménagerai, j'ai envie de travailler. L'appel est donc lancé par ces éleveurs pour un meilleur accompagnement afin d'éviter la disparition de cette filière dans la région. Et dans l'actualité à l'étranger, le Maroc porte depuis l'agression commise contre les civils sahraouis dans la zone tampon d'El Gargaret le 13 novembre 2020 l'entière responsabilité dans la rupture du cessez-le-feu signé en 1991 avec le Front Polisario. C'est ce qu'a indiqué le représentant Polisario avec la MINURSO. Omar. Selon lui, le nouvel acte d'agression marocain a non seulement mis fin au cessez-le-feu et aux accords militaires connexes, mais a également sapé le processus de paix de l'ONU au Sahara occidental et plongé la région dans une nouvelle spirale de tensions et d'instabilité extrême. Sidi Mohamed Omar considère frustrant et totalement injustifiable le fait que ni le secrétariat de l'ONU ni le Conseil de sécurité n'aient voulu appeler les choses par leur nom et identifier l'État occupant du Maroc comme l'unique responsable de la violation et du torpillage du cessez-le-feu. Et les unités de l'armée populaire de libération sahraoui poursuivent leurs attaques contre les forces de l'occupant marocain. Elles ont mené hier des attaques contre les retranchements des soldats marocains dans les secteurs de Fadrat el-Aish et Fadrat el-Ghreb dans le secteur de Houza, provoquant la panique et l'effroi parmi leurs rangs. Cannes 2021 de football, les Pharaons brisent le rêve du Cameroun d'un sacre à domicile en remportant la demi-finale entre les 2 plus gros palmarès d'Afrique. 3-1 après la séance de tir au but. Ils rejoignent donc les Lions de la Teranga en finale. La finale Égypte-Sénégal, c'est dimanche prochain. Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. C'est le slogan choisi cette année pour commémorer la journée mondiale des zones humides. Les bienfaits de ces réservoirs sont attestés, comme c'est le cas du parc national d'El Qala dans la wilaya d'El Taraf. Il est classé par l'UNESCO réserve de biosphère depuis 1990. Semera Hadjaman. La richesse de sa biodiversité et l'abondance de ses ressources naturelles font du parc national d'El Qala un joyau du bassin méditerranéen, un paradis pour les oiseaux migrateurs et un gisement exceptionnel de 3 écosystèmes, marins, lacustres et forestiers.
Nous avons à travers la wilaya d'El Taref une dizaine de sites inscrits à la convention Ramsar d'importance mondiale, représentant 20% de la moyenne nationale des zones humides. Nous avons les lacs Tonga et Obeira classés par l'UNESCO depuis 1982, premiers dans le classement des zones humides d'importance internationale de la convention Ramsar. Chaque année, nous recensons plus de 30 000 espèces d'oiseaux, notamment au lac Tonga, et plus de 20 000 au lac Obeira. Depuis le 11 avril 1983, le lac Tonga est reconnu parmi les plus importantes terres de nidification d'Afrique du Nord. Et malgré l'importance de ces zones humides, la surexploitation de ces ressources menace l'avenir de cette richesse naturelle. Il y a l'abattage illégal des arbres qui a pour conséquence les glissements de terrain et des éboulements vers les lacs. Et avec des matières solides comme le fer et les pierres, impactent les ressources naturelles. Lorsqu'il y a des habitations, il y a forcément un rejet des eaux usées dirigées vers les lacs, ce qui amène à une hausse de la concentration de la pollution. Les zones humides sont un réservoir biologique et un générateur de développement durable. Cependant, la pérennité de ces lieux ne peut se faire sans l'engagement éco-responsable citoyen. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Monet Laradji. Excellente journée à tous et à demain.